On va du côté des Lakers. On va notamment du côté, on va dans le bureau de Rob Pelinka, qui est en train de faire du sale dans cette free agency. Il est en train de faire une sorte de low-cost free agency où, grosso modo, il va chercher des joueurs de très grande qualité pour 2 francs. C'est le cas notamment de Montrezl Harrell, qui rejoint donc les Lakers pour 2 ans, avec une dernière année en option, le tout pour 19 millions d'euros. Les doigts dans le nez, le mec. Les doigts dans le nez. Voilà, l'ancien des Clippers, donc qui rejoint l'équipe rivale de la ville de Los Angeles. Je voudrais avoir votre réaction, parce que c'est quand même très très fort, non seulement de le piquer à ce montant-là, mais surtout de le piquer chez la franchise rivale, chez Kawhi. Dinguerie. Alex, toi, je sais que tu es un grand fan de Montrezl Harrell. Dis-moi. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Après, oui, je suis pas un énorme fan non plus, tu vois. Ça, c'est pour certains joueurs uniquement. Oui. Mais voilà, c'est pour Luka Doncic, c'est pour Trae Young, c'est pour des mecs comme ça qui me font vibrer. Mais Montrezl Harrell, oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup avec son énergie, ce qu'il peut apporter en sortie de banc. Mais déjà, moi, la première question, c'est que font les Clippers? C'est-à-dire comment tu peux laisser partir quelqu'un d'aussi important? Alors certes, qui a été très irrégulier par moments, et notamment dans des moments clés en fin de saison. Alors, je te coupe rapidement, mais à sa décharge, il était, sa grand-mère est décédée, il a dû rentrer, je crois qu'il est texan, il a dû rentrer à son enterrement, donc il a dû après subir les protocoles Covid. En gros, pendant 1 mois, il n'a pas joué, il rejoint la bubble, il est en état de méforme totale. D'accord, ok. Bah, tu vois, là tout ce qui est inside, tout ça, j'étais pas forcément au courant. Donc, mais personne s'en souviendra dans 10 ans, frérot. On se souviendra juste qu'il a fait des playoffs de merde au final. Donc, c'est ça être aussi être sportif de haut niveau. C'est que malheureusement, t'es pas excusé pour ce genre de choses de la vie qui peuvent arriver à tout le monde. On se souviendra juste de ces playoffs de merde. Après, oui, bon, certes, après, c'est peut-être des circonstances atténuantes pour le coup. Donc, peut-être que voilà, je vais voir ça différemment. Mais vraiment, je suis vraiment très étonné. Parce que, comme tu dis, 19 millions, enfin, c'est peanuts, quoi, c'est rien. Et là, on peut poser la question à Rob Pelinka aux Lakers. D'accord, le back-to-back, ils l'ont signé, là, c'est comment Parce que... Moi, les gars, c'est une autre question que j'allais vous poser, c'est on sait très bien que Montrezl Harrell, c'est un agent de Rich Paul, et que Rich Paul, c'est l'agent de LeBron. Est-ce que là, il n'y a pas eu la ristourne Clutch Sport? Est-ce qu'il n'y a pas eu la petite. Allez, frérot, fais une petite réduction parce qu'il faut que ça gagne. On a besoin de toi, mon gars. On a besoin de toi. Ils ont lâché Dwight Howard. Ils ont besoin de toi dans la raquette. Parce que c'est vrai que les Clippers, ils n'avaient aucun intérêt à lâcher un joueur comme Montrezl Harrell, dont le profil est unique dans la ligue. Un 4 qui score comme un meneur. Il se score 20 points par match. 6e homme, d'ailleurs, l'année dernière. Ouais, je vais reprendre les propos d'un mec avec qui j'ai parlé. Donc, c'est pas mes propos. Je pense qu'ils ont été très 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 forts, les Lakers, de signer pour seulement 9 millions l'année. En gros, pour moi, le deal, ça s'est fait du genre, viens avec nous, gagne un titre, et derrière, va tester le marché. C'est ça. C'est tes propos, frérot. C'est moi qui l'ai dit, les gars. Les gars, les joueurs, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas lui. C'est moi. J'ai annoncé, j'allais te citer, frérot. Merci beaucoup. J'allais dire Goum de Montmirail, mais au calme. Mais en vrai, je suis entièrement d'accord dans le sens où un mec comme Montrezl Harrell, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, alors ok, il a fait des playoffs de merde, il a pas forcément été ouf dans tout ce qui était média, notamment l'affaire avec Doncic, tu vois, ça vient un peu entacher la belle saison qu'il a fait où il a été récompensé du titre de 6e homme. Mais là, pour le coup, c'est quand même un putain de hold-up de la part des Lakers d'avoir un mec avec un rendement. Parce que là, on va parler de rendement. Le mec en sortie de banc, il a un des meilleurs rendements de la ligue. Alors, on va aussi parler du fait qu'il a accompagné Schroeder, mais juste ce mec-là à 9 millions d'années, c'est une dinguerie. Honnêtement, je le voyais signer pour 15, 17 millions, 10, 20 millions si quelqu'un se craque un peu. Van Vliet, il est à 20, mec. Un mec comme Van Vliet, bon, après tu me diras, il est meneur chez les Raptors, mais moi, comme un mec comme lui, qui a déjà gagné des récompenses individuelles, je le voyais à 20 millions. Mais moi, je voudrais revenir rapidement sur les Clippers, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé derrière, ils sont allés chercher Serge Ibaka pour exactement le même type de contrat et la même somme, en fait. 19 millions avec une dernière année en option. En fait, ce que je veux dire, c'est que Montrezl Harrell ne voulait plus jouer aux Clippers. Il ne voulait plus jouer avec Kawhi, Paul George et la direction de Steve Ballmer. Pardon. Et d'ailleurs, tu vois la réaction de Pat Bev, qui sur les réseaux sociaux insulte clairement Montrezl Harrell et l'accuse de traîtrise. Donc voilà, c'est quand même un pied de nez vis-à-vis des Clippers. Alex. Après, c'est pas de Beverly, ça. Ouais. Ça, on le connaît, mais oui, peut-être que c'est évident qu'il doit avoir des insides, des choses à lui reprocher, très certainement. Donc, ouais, après, on est tellement surpris pour le coup que ça tombe un peu des nues. Et c'est pareil, ça,
le coup d'aller prendre Serge Ibaka, bon, c'est quand même un sacré bel ajout, quoi. C'est un mec d'expérience. C'est quelqu'un qui lui aussi a su s'améliorer, a su diversifier son jeu. C'est aussi, si tu me disais, il y a, je sais pas, quand il était à OKC, qu'il allait un jour enchaîner parfois 4-5 paniers à 3 points à la suite, moi je t'aurais jamais cru. Donc là aussi c'est fort de la part des Clippers, faut le dire. Mais est-ce que pour autant ça va remplacer le profil, pour le coup, il est vrai, totalement atypique de Montrezl Harrell? On peut se le demander. Revenons, si vous le voulez bien, sur les différentes pioches de Rob Pelinka, parce qu'il n'a pas fait seulement que du Montrezl Harrell. Hein. En gros, le mec, il a vraiment fait ses soldes. Il allait chercher Marc Gasol pour 2 ans, pareil, au minimum vétéran. Wes Matthews, un contrat d'1 an, hein, pareil. Vient gagner le titre chez nous et après, derrière, va tester le marché. 3,6 millions d'euros, l'un des meilleurs défenseurs à son poste. Dennis Schroeder, qui vient numériquement remplacer Rajon Rondo. Et est-ce que j'ai oublié un autre joueur? Non, je pense pas. J'ai donc Marc Gasol, Schroeder, Wes Matthews. Clairement, quel line-up vous voyez dans le 4e quart-temps? En gros, la line-up de la mort, le meilleur starter pour les Lakers dans les gros matchs. Thibodeau? La première interrogation que j'aurais, ça serait est-ce qu'il y a Dennis Schroeder dedans? Je sais pas si je le vois forcément finir les 4e quart-temps. Caruso est pas mal, hein. Caruso est pas mal, il l'a montré, il l'a montré, et puis il rapporte en fait de la défense que Dennis Schroeder aura pas forcément. Dennis Schroeder, ça va être vraiment l'élément qui vient tout faire péter quand t'as LeBron qui se repose en fait sur le banc, je pense. Donc ça serait un délire de Caruso, Matthews, LeBron, Montrezl Harrell, Davis. En gros, ça peut tourner comme ça, je pense. Donc, en gros, comme dit Alex, back-to-back, choisis ton poison, la peste ou le choléra, tu nous le dis tout de suite parce qu'on n'a pas le temps là. Parce que c'est ça, clairement, quand tu mets Montrezl Harrell, Anthony Davis, va les garder. va les garder avec un shooter comme Wesley Matthews à l'extérieur qui n'a peur de rien. Je rappelle, Wesley Matthews, undrafted, c'est le joueur undrafted qui a marqué le plus de 3 points dans l'histoire des joueurs undrafted de la NBA. C'est un mec, effectivement, qui est passé par Portland, qui est passé par les Blazers et qui a fini aux Bucks avant donc de rejoindre les Lakers. Et c'est un mec qui est tough. Et ce qui est intéressant avec cette équipe aussi, les gars, c'est que finalement, tu vois que l'identité, elle est claire. On ne voudra pas vous battre avec le shooter à 3 points. On veut vous battre avec du corps, du physique et à l'intérieur, avec des joueurs effectivement d'expérience et aussi des joueurs qui savent finir les 4e quart-temps. Je le rappelle, les Lakers l'année dernière, 55 fois, ils ont fini devant. Ils ont commencé devant au début du 4e quart-temps. 55 fois, ils ont gagné leur match. Et quand tu fais venir un mec comme Schroeder, qui a fait partie de la meilleure équipe, qui a fait partie de l'équipe la plus clutch en saison régulière l'année dernière, c'est pas rien. Vraiment avoir une équipe solide, physique et clutch. Alex? Non, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire que là, ils ont doublé les postes, peut-être encore mieux que l'an dernier, alors que c'était peut-être pas écrit d'avance qu'ils allaient être champions. Alors peut-être ensuite que c'est devenu écrit une fois que malheureusement Kobe nous a quittés. Je sais pas. Mais là c'est devenu tellement impressionnant que j'ai plus les mots, tu vois. C'est-à-dire que moi, tu rajoutes un mec comme Wesley Matthews, on en parle très peu, hein, vraiment. Non, mais c'est quelqu'un, même au Bucks, il était tellement important. Et il surnageait parfois quand les mecs manquaient d'envie, manquaient de hargne. Le gars, il venait, il t'apportait un truc qui là, je pense, sera tellement un plus. Et puis... En fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai rarement vu des free agency comme ça où des mecs sont prêts, grosso modo, à faire une croix sur la free agency et aller juste pour 1 an, gagner peanuts juste pour le titre. Après, vous me direz, le contexte économique aussi est pas favorable. Peut-être qu'ils se disent que d'ici 1 an ou 2 ans, ils pourraient aller taper plus fort, tu vois. On en a vu des mecs, mais pour le coup, c'est peut-être une première de voir un mec comme Montrezl Harrell en pleine bourre, en pleine jeunesse, faire une croix sur de l'oseille à ce point. Parce que je pense vraiment qu'il pourrait doubler son salaire les yeux fermés, le mec, s'il décidait de jouer dans une franchise moins compétitive. Mais ouais, à cet âge-là, c'est quand même une nouveauté. Et tu sens que ça vient corroborer avec la fin de carrière de LeBron James, qu'il y en a qui ont envie de faire faire partie de ça et d'aller gagner un titre rapidement.
et derrière se dire, OK, ça y est, c'est coché sur le CV, maintenant je vais aller toucher mon oseille tranquille. Et comme tu le dis, cette période Covid qui fait vraiment écho aussi à ça, parce que tu sais que c'est pas là que tu vas péter les plus gros contrats, et donc c'est peut-être la bonne année pour faire un sacrifice financier, et derrière se dire, OK, maintenant les choses sont rentrées dans l'ordre, il y a à nouveau des spectateurs, la NBA coule à nouveau à flot, là je vais aller taper un sale contrat, ouais. Deux interrogations, Alex. La première, Kuzma, selon toi, est-ce que tu penses qu'il doit quitter le roster? On sait que c'est un joueur qui a quand même connu beaucoup de difficultés, notamment lors de la bubble, des contre-performances. C'est un joueur qui a du mal justement à fitter avec Anthony Davis et LeBron sur le plan offensif. Est-ce que tu penses que les Lakers gagneraient à ne pas le re-signer et plutôt à re-signer par exemple le frère jumeau de Marcus Morris, qui aura un profil beaucoup plus défensif sur le poste d'ailier notamment? Ouais, c'est une question qu'on pourrait se poser, effectivement. Déjà, pour revenir un peu plus longtemps en arrière, déjà à l'époque de la discussion, si c'était entre lui et Ingram qui devait être cédé, la question se posait. Quand tu vois ce qu'a fait Ingram jusqu'à sa blessure, il me semble, aux Pelicans, quand tu vois ce qu'il a fait là-bas, on se demande si le choix, parce que le problème de Kuzma, c'est la régularité. Encore une fois, c'est quelqu'un qui fait vraiment plaisir et tu prends vraiment plaisir à le regarder jouer quand il est très en forme. Il peut te claquer vraiment, il peut te faire un très bon score, être partout, mettre cette intensité. Mais le match d'après, il est tout mou et puis il défend pas. Ça peut lui arriver aussi. Donc le problème, c'est les montagnes russes avec lui. Et on peut se poser la question aussi bien de son point de vue que du point de vue de la franchise. Thibaudot, toi, tu gardes pas un mec comme Kuzma qui te met 23 points en première mi-temps d'un Christmas game contre les Clippers? Non, tu le gardes pas, toi, dans ton roster. Il m'accuse déjà, ça y est. J'ai senti de l'accusation dans ce ton, mais laissez-moi me défendre, monsieur. Honnêtement, Kuzma, c'est de la monnaie d'échange. Tu sais, un jeune homme comme Kuzma, capable de te faire des gros scoring Christmas game, de te rentrer des matchs à 40 points. Alors, c'est vrai qu'il a des faiblesses défensives. On l'a vu notamment dans la bubble où il n'arrivait pas à garder Michael Porter Jr. Sur la série contre les Nuggets. Qu'est-ce que tu fais de Kuzma? Parce que vraiment, il détonne avec le reste de l'effectif. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un espèce de point d'interrogation, facteur X. Tu peux vraiment le mettre dans beaucoup de cases. Mais au-delà de ça, je pense pas que je le reprendrais. Je pense pas que je le reprendrais. Si c'était ma décision, je pense pas. Je pense pas parce que là, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à ajouter à cet effectif, de la jeunesse, du dynamisme, de l'expérience, ils ont vraiment un putain de mélange. Et ce mec-là qui reste une interrogation, une inconstance, c'est pas ce que je vais rechercher premièrement. Donc, j'irai plus chercher un shooter fiable sur les ailes, tu vois, chose qu'ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle. Ils l'ont plus sur les postes arrière, voire les postes intérieurs, mais sur les ailes, ils n'ont pas forcément un mec, notamment quand LeBron peut sortir. J'irai plus parce qu'au final, c'est ça. Kuzma, c'est un poste 3-4 qui est censé rentrer ses tirs extérieurs. Et quand il ne les rentre pas, ça peut lui porter préjudice. Après, on sait quand il commence à les rentrer et qu'il attaque le cercle, là, ça devient un bordel. Mais pareil, trop d'inconstance, comme l'a dit Alex. C'est pas possible pour moi, pour une équipe comme les Lakers, d'avoir un joueur si inconstant et qui peut te fausser compagnie pendant les playoffs, quoi. Moi, je milite pour PJ Tucker, qui reste une dernière année de contrat chez les Rockets. Si jamais il casse tout avec Russell et James Harden, peut-être que un échange Kuzma, PJ Tucker pourrait être le bienvenu. Le bon profil, ouais. Après, attention à cette saison quand même qui va être longue. Il va falloir être très frais physiquement. Et c'est vrai que d'avoir des jeunes aussi dans son effectif, c'est aussi intéressant, capable de faire des back-to-back quasiment tous les soirs. Il y aura aussi l'interrogation autour du pivot, puisque McGee a rejoint les Cavaliers, donc il ne reste plus que Marc Gasol, avec Anthony Davis qui peut jouer les deux postes. Est-ce qu'ils vont aller chercher un autre pivot au salaire minimum? Ça peut être une option. Si vous avez des noms comme ça à me proposer, les gars. Willie Cauley-Stein des Mavericks, Alex? Il a signé avec les Mavericks. Oh, je taquine, ouais. Non, mais Willie Cauley-Stein, en plus, c'est pareil, c'est quelqu'un de très frustrant. C'est-à-dire, il peut te sortir des masterclass absolues. Le joueur adverse peut ne pas exister sur un match. Et ensuite, le gars, il pète les plombs. Il choisit de pas jouer. Il choisit de marcher sur le parquet. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très étrange. Donc, je trouve qu'il n'est pas... déjà, au Mavericks, il est assez problématique comme joueur. Donc, aux Lakers, je trouve qu'il serait vraiment en trop, très en trop. Ok, les gars, rapidement.